Et s'il vous plaît, un peu de silence, merci. On va commencer. Donc prenez vos livres, s'il vous plaît. Vous les ouvrez, page 37. Non. On va lire cette fable de La Fontaine. Quoi? Ça ne vous plaît pas? Non. Pareil. Pourquoi ça ne vous plaît pas? Vous en avez marre, c'est ça? Vous trouvez qu'on étudie un peu toujours la même chose? Eh bien, vous savez quoi? Moi aussi. La Fontaine, Molière, Descartes, Hugo, Racine. Un jour, je me suis demandé, mais en fait, ça fait combien de temps qu'on étudie ces auteurs-là? Et pourquoi ceux-là précisément? Comment on les a choisis? Parce que si on regarde bien, en fait, il y a une liste très restreinte de ces grands auteurs qu'on étudie en permanence et qui tournent en boucle dans les programmes depuis au moins une centaine d'années. Et cette liste d'auteurs qui revient toujours, en histoire de la philosophie, on appelle ça un canon. Alors canon, je vous arrête tout de suite évidemment, rien à voir avec le truc qui tire des boulets. Non, canon, pensez plutôt à, par exemple, quand vous marchez dans la rue et vous croisez quelqu'un, tout d'un coup vous vous retournez et vous vous dites « Waouh, il ou elle est vraiment canon », c'est-à-dire représente le canon de beauté de son époque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne répond à un ensemble de critères implicites qui définissent ce qu'est la beauté pour la plupart des gens. Eh bien, oui. Donc, pardon, vous m'avez perdu. Oui. Répond donc à un ensemble de critères qui définissent ce qu'est la beauté pour la plupart des gens. Par exemple, ça va être pour un garçon être grand, être musclé, être coiffé de telle ou telle manière, etc. Eh bien, en philosophie ou en littérature, c'est exactement la même chose. La liste des œuvres qui sont jugées belles et intéressantes est fixée à l'avance selon des critères implicites. Mais évidemment, comme pour la beauté, que cette liste soit fixée à l'avance, ça ne veut pas dire qu'elle a été pour l'éternité, qu'elle a été fixée pour toujours et qu'elle le sera toujours. Tenez, par exemple, si vous êtes chez vous, vous faites du rangement, et tout d'un coup, par hasard, vous tombez sur une photo de vos grands-parents quand ils étaient jeunes. Eh bien, il suffit d'un seul regard sur cette photo pour s'apercevoir à quel point nos standards de beauté ont évolué. Encore une fois, en philosophie ou en littérature, c'est la même chose. Cette liste de textes présélectionnés, cette liste de grands auteurs, n'a pas toujours été exactement la même. Il y a là aussi un goût qui évolue. Et l'objectif de ma thèse, c'est d'étudier cette évolution du goût dans le canon philosophique. C'est d'étudier, par exemple, comment un auteur comme Descartes a pu devenir canon. Comment il a pu devenir cette jolie jeune fille qui vous fait tourner la tête. Et je peux vous dire que ça, c'était pas gagné. Plus précisément, en fait, je m'intéresse à la manière dont cette évolution du canon philosophique a accompagné l'institution de la République en France au XIXe siècle. Pourquoi? Eh bien parce qu'à l'époque, c'était surtout l'Église qui dominait l'éducation. Et il y a eu comme un combat pour savoir qui, de l'Église ou de la République, allait contrôler l'enseignement et, vous me voyez venir, allait choisir les auteurs à étudier au programme. Mais c'est bien beau tout cela, me direz-vous, mais à quoi ça sert? À quoi elle va servir ma thèse? Justement. Vous vous souvenez quand je vous ai demandé de prendre vos livres, de les ouvrir page 37 pour lire cette fable de La Fontaine et que ça a soulevé un concert de protestation dans les premiers rangs? Et bien peut-être que grâce à moi, dans le futur, on lira autre chose que les indémodables La Fontaine, Molière, etc. Peut-être que grâce à moi, dans le futur même, on finira par moins s'ennuyer à l'école. Je vous remercie.